Bonsoir et bienvenue à tous, c'est le 20h de Gabon 24. Coup d'envoi ce 17 janvier de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior masculin. 3 rencontres se sont jouées ce matin. Un dernier match se dispute en ce moment. Il met aux prises les Panthères du Gabon et les Diables Rouges du Congo. Les résultats probablement avant la fin de cette édition. En République démocratique du Congo, nous irons. Hier marquait la date de la célébration du 17e anniversaire de la mort de l'ex-président Laurent-Désiré Kabila. Et enfin, Catalogne, l'indépendantiste Roger Torrent, élu président du Parlement. Il était le candidat préféré des 2 principaux partis indépendantistes après les élections qui ont eu lieu en décembre. Voilà pour les titres, encore bienvenue à tous. Allons donc tout de suite au Palais des Sports de Libreville où se sont disputés ce matin les matchs Angola-Nigeria, Algérie-Cameroun et Maroc-Égypte. Le résumé avec Limbrice Boubala et Fred Ndongo. Angola-Nigeria a ouvert les hostilités de ce championnat d'Afrique de handball senior masculin 2018 au Palais des Sports de Libreville. Dans cette grosse explication d'entame, ce sont les premiers cités qui ont su tirer leur épingle du jeu au cours de cette première journée sur un score de 29-16. En deuxième heure, l'Algérie croisait les lions indomptables du Cameroun et le Maroc, l'Égypte. Et dans ce face-à-face précité, ce sont les Fennecs qui ont su engranger leur première victoire sur un score de 31-23. Prochaine apparition du Cameroun demain 18 février face à la Tunisie. S'agissant de l'équipe gabonaise, elle est attendue en soirée juste après la cérémonie d'ouverture face aux Diables Rouges du Congo. Et peut-être pour bientôt les résultats de cette rencontre. Mais quelques heures avant le début de cette compétition, le président, le vice-président de la République a reçu en audience et décoré les responsables de l'entreprise qui a réussi la performance de construire ce complexe sportif en 8 mois. Un reportage de la presse présidentielle. Sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et en présence du secrétaire général de la présidence de la République, le vice-président de la République, Pierre Claver Magaga Moussavou, a échangé avec les responsables de l'entreprise chinoise impliquée dans la réalisation du Palais des Sports de Libreville, construit en 8 mois. Et pendant les 8 mois, on a eu beaucoup de difficultés. Par exemple, pendant les 8 mois, on a eu une grande saison de pluie. Et par exemple, pour délivrer les matériels, si les transports de matériel et dédouanement, ça va reporter un peu, ça va déranger directement sur notre délai. Mais pendant les 8 mois, on a réglé beaucoup de problèmes. C'est un miracle pour nous. Durant cette rencontre, les responsables chinois ont été décorés en guise de félicitations et d'encouragement pour l'excellent travail abattu. Le Palais des Sports de Libreville est une structure de dernière génération. L'actualité sportive est dense ce mois de janvier à Libreville, au Gabon en particulier. La Tropicale Amissa Bongo se poursuit. L'Australien de 25 ans, Brenton Jones, s'est adjugé hier la 2e étape Ndende Fugamu, longue de 175 km. Les détails avec Gaël Mapessi et Hervé Obiang. Au cœur de la ville de Ndende qui accueille pour la première fois une étape du Tour cycliste La Tropicale, à la ligne de départ 90 coureurs. Ils ont une idée commune, détrôner Lucas, leader de la course après sa victoire d'étape lundi. Après plus de 4 heures d'intense activité, c'est chose faite. La 2e étape, c'est parfait. C'était super. L'équipe fort et demain, oui, vite. Plus loin, Johan Jen, vainqueur de l'édition 2017 qui peine encore à trouver ses marques et pourtant annoncé parmi les têtes d'affiche cette année. Inquiet non, mais après c'est vrai que là je travaille pour Adrien Petit sur les sprints. Donc voilà, hier j'ai bossé pour lui, pour le placer avant. Donc vu que je fais des efforts avant, donc je fais pas mon sprint, donc c'est pour ça que je suis pas dans le sprint final. Mais ça va, la condition elle est pas trop mal, donc on verra dans les 2 jours à venir comment ça va se passer. La fièvre monte. Au fil des étapes, la mobilisation des populations sur le parcours et à la ligne d'arrivée est remarquable. Mercredi, la ville du Grand Blanc qui accueille 3 étapes vibrera encore au rythme de la Tropicale avec l'étape Fugamu-Lambaréné, longue de 114 km.
Et elle a été lancée aujourd'hui à 12 h, cette troisième étape qui reste mémorable selon nos reporters sur place qui annoncent une suite aussi palpitante. Discret jusqu'ici, Rinaldo Nocentini est sorti vainqueur d'étape et le leader du classement général a vu sa couronne tomber. Mais les jours passent et la fatigue commence à se faire sentir chez certains coureurs. Les panthères à vélo ne réchignent pas et cela ne laisse pas insensible le président de la Fédération gabonaise de cyclisme après une préparation à demi-teinte de ses coureurs. Elles étaient bien présentes au coup d'envoi de l'édition 2018 de la course cycliste la plus importante d'Afrique. En dépit d'une préparation à demi-teinte, les panthères du Gabon à vélo n'ont pas démérité pour cette deuxième étape. Elles étaient encore présentes. Pour moi, c'est une satisfaction totale. Comme vous le dites, que la préparation n'a pas été celle-là. Mais j'ai toujours attiré leur attention que malgré que vous n'avez pas eu de compétition, il faut jouer avec la tête. Donc je pense que c'est ça qui a vraiment prévalu. Et aujourd'hui, ils essaient quand même étape par étape de faire quelque chose. Là, ils ont très bien terminé dans le groupe de tête. Vous savez, hier, ils étaient à 42 minutes du maillot jaune. Félicité par le vice-président de la République venu booster les panthères, les prestations de ces jeunes méritent du soutien de la part du politique. Ça dépend des autorités politiques. Si on veut continuer à vraiment une bonne préparation, je pense qu'on pourra le faire. Vous savez, pour les préparer, il a fallu venir dans l'Angouni et dans le Moyen-Ogoué, où ils ont eu à faire que 1138 km. À la surprise générale, les soubresauts observés dans le paysage du cyclisme vert, jaune et bleu n'ont pas pu enlever l'envie de vaincre des coéquipiers des Géofrois. Autre sujet qui alimente l'actualité au Gabon, au tribunal de Libreville, ce mercredi, l'audition de Pascal Oyougou, ancien allié de Jean Ping, candidat à la présidentielle d'août 2016. Convoqué pour être entendu sur cette affaire, Jean Ping ne s'est pas rendu à la convocation de la justice gabonaise. Les précisions plus tôt dans la journée de cette instruction avec Jamila Benman et Alexinia. Une fois de plus, une fois encore, Jean Ping n'a pas répondu à l'appel de la justice gabonaise qui devait l'entendre ce jour à titre de renseignement sur le dossier Pascal Oyougou. L'audition a bel et bien été ouverte en présence du prévenu accusé de complot contre l'État gabonais et d'atteinte à la sécurité de l'État n'a non plus vu enregistrer la présence de leurs avocats. Le scénario était tout de moins prévisible selon la presse, selon les journaux proches de l'opposition ici au Gabon qui laissaient déjà entendre depuis le début de la semaine que Jean Ping ne se présenterait pas. Mais si l'on remonte les faits du 4 septembre dernier où la perquisition au domicile de Pascal Oyougou relevait un plan de déstabilisation des institutions du pays. Donc cette audition qui concernait Jean Ping paraissait tout du moins utile pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Le juge d'instruction pourrait délivrer à Jean Ping un mandat d'amener s'il ne se présenterait pas dans les meilleurs délais, mais aussi envisager dans le pire des cas un mandat d'arrêt ou alors la justice pourrait bien décider de lui interdire toute sortie du territoire national à Jean Ping au cas où il ne se présenterait pas devant les tribunaux. Toujours sur cette actualité, avec moi sur ce plateau, Louis-Philippe Badinga, rédacteur en chef à Gabon 24. Louis-Philippe Badinga, bonsoir. Bonsoir Daniela. Alors à cette heure de la journée, quels sont les derniers développements sur cette actualité? Aux dernières nouvelles, Daniela, les avocats de Jean Ping ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont exposé leur riposte en ce qui concerne cette affaire. Et donc, les avocats de Jean Ping ont introduit une procédure de prise à partie du juge. La procédure de prise à partie, en fait, est une procédure qui est introduite auprès de la cour d'appel, voilà, pour contester un juge, soit pour une concussion, pour une faute lourde. Ce qui veut dire en clair, Louis-Philippe Badinga? Oui, en réalité,
les avocats de Jean-Ping vont essayer de gagner du temps, faire en sorte que leurs clients ne se présentent pas devant justement le juge d'instruction pour éviter en même temps un mandat d'amener. Alors toutefois, la convocation a été donnée. Quelles sont donc les conséquences de cette procédure et notamment de la non-présentation de Jean-Ping à cette convocation? Oui, en réalité, si la saisine de la Cour d'appel est reçue, donc on va se retrouver dans une situation de statu quo et donc le juge d'instruction ne pourra pas, j'ai envie de dire, lever déjà la question sur les déplacements de Jean-Ping, c'est-à-dire que Jean-Ping ne pourra ni sortir du territoire national pendant justement cette procédure, l'examen de cette procédure. Il ne pourra pas non plus, j'ai envie de dire, le juge ne pourra pas non plus justement procéder à un mandat d'amener. Ce qui veut dire que ce sera un statu quo qui va permettre au camping de gagner du temps. Une actualité à suivre sur notre antenne. Ce journal se poursuit avec désormais l'actualité hors de l'Afrique. Et sinon en Afrique, voilà, en République démocratique du Congo d'ailleurs. Les partisans du président Joseph Kabila, je l'annonçais en titre, se sont mobilisés à Kinshasa à l'occasion du 17e anniversaire de la mort de son père et ex-président Laurent Désiré Kabila. Un culte religieux protestant a été célébré en l'église du Christ au Congo, suivi d'un hommage populaire au maréchal Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son palais présidentiel le 16 janvier 2001, moins de 4 ans après avoir renversé le régime du maréchal Mobutu Sese Seko en mai 1997. Plusieurs centaines de sympathisants du parti présidentiel PPRD ont affirmé ne pas avoir pu marcher entre l'église protestante et le mémorial, 3 km plus loin, près du palais présidentiel. Voilà, 17 ans après, l'ardeur de la population n'a pas baissé. Les gens ont encore envie de venir célébrer Mzé. Et c'est tant mieux à nous de passer le flambeau, cette flamme que nous avons reçue de lui, aux jeunes générations pour qu'ils continuent à servir cette nation. Joseph Kabila continue l'œuvre de libération de ce peuple pour redonner le pouvoir afin qu'ils se choisissent les dirigeants. Et donc, dans ce contexte actuel, cette célébration apparaît comme un soutien fort à la politique de Joseph Kabila. Un comité laïque de coordination catholique appelle à une nouvelle marche dimanche prochain. Ces organisateurs demandent au président Kabila de s'engager publiquement à ne pas briguer de 3e mandat, donc à ne pas modifier la Constitution. Au pouvoir depuis la mort de son père, élu en 2006, réélu en 2011, le président Kabila, 46 ans, a terminé le 20 décembre 2016 son 2e et dernier mandat d'après l'actuelle Constitution. Des élections ont été annoncées pour le 23 décembre 2018. Ce journal va se poursuivre, mais la nouvelle vient de tomber. Le Gabon remporte donc la rencontre de handball face au Diable Rouge du Congo. Les Panthères se sont imposés 27-22. Pour la suite, on parle de l'opposition togolaise qui était à Conakry mardi à l'invitation du président guinéen Alpha Condé qui joue un rôle de médiateur dans cette crise politique. Objectif de cette rencontre, essayer de lancer le dialogue entre le gouvernement togolais et l'opposition. Larding Maba pour le récit. Au Togo, le dialogue politique se fait toujours attendre, mais peut-être plus pour longtemps. L'opposition togolaise était à Conakry mardi 17 janvier à l'invitation du président guinéen Alpha Condé, qui joue un rôle de médiateur dans cette crise politique. Objectif de la rencontre, essayer de lancer le dialogue entre le gouvernement togolais et l'opposition. Alpha Condé a confirmé qu'il avait proposé une date. Il a également ajouté qu'une mission serait envoyée à Lomé pour présenter aux autorités les demandes de l'opposition. L'opposition attend d'autres gestes du pouvoir. Elle réclame la libération de tous les détenus politiques, le retour aux casernes de l'armée ainsi que la levée de l'interdiction de manifester dans 3 villes du Nord, Mango, Bafilo et Sokodé. Les autorités togolaises répondent qu'une 60aine de personnes a été graciées par le président Faure Gnassingbé, mais que celles qui n'ont pas encore été jugées ne peuvent pas être libérées. Concernant l'armée, elles répondent que seuls les policiers et les gendarmes sont déployés pour assurer la sécurité. Et enfin qu'il ne serait pas prudent d'autoriser les manifestations dans les 3 villes du Nord, marquées par des violences, lors des manifestations, tant que la sécurité ne sera pas complètement revenue.
Des citoyens de l'État nigérian de Benue ont organisé une veillée aux chandelles à Abuja pour protester contre les violences récentes qui ont fait 80 morts. Les affrontements entre éleveurs de bétail et agriculteurs ont déplacé des dizaines de milliers de personnes. Ce qui se passe en ce moment n'est qu'une procession à la mémoire des morts. Ceux qui ont été tués par des bergers peuls armés dans l'état de Benue. Et de dire au gouvernement que les gens ne sont plus d'accord avec les tueries qui ont lieu. Nous voulons que le gouvernement nigérien agisse et mette fin au meurtre. I'm sad. I feel betrayed by the Nigerian government. Je suis triste. Je me sens trahi par le gouvernement nigérien dans son incapacité à protéger des citoyens innocents d'une milice bien organisée qui cause des ravages dans la vallée de la Benue et dans les communautés agricoles de l'autre côté de la ceinture médiane. Across the Benue Valley and farming communities in the Middle Belt. L'ancien attaquant de Chelsea et de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a félicité le nouveau président du Libéria et lui a souhaité beaucoup de courage et de force pour cette nouvelle aventure. Toutefois, Drogba rappelle que tout footballeur ne peut devenir président. C'est vrai, Georges Weah a ouvert la voie, mais ce n'est pas pour autant maintenant que tous les footballeurs vont vouloir devenir président de la République. Voilà. Georges a ouvert la voie pour avoir un impact sur son pays à sa manière. Et d'autres peuvent avoir un impact sur la communauté à leur manière. Et je pense que moi, j'essaie de le faire à ma manière. C'est un modèle pour moi depuis longtemps. C'est un grand frère aussi depuis longtemps. Et ce qu'il a accompli aujourd'hui démontre qu'à force de travail, de persévérance, on peut atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves pour le bien de la communauté. Voilà, ce journal s'ouvre au reste du monde, hors des frontières africaines. Les indépendantistes ont élu mercredi Roger Torrent à la présidence du Parlement catalan lors d'une première séance parlementaire depuis les élections visant à poser les jalons pour réinvestir Carles Puigdemont comme dirigeant de la région. Lardingue Mamba pour le récit. Le Parlement de Catalogne, dominé par les séparatistes, a élu mercredi un de leurs, Roger Torrent, à la présidence du Parlement catalan. Lors d'une première séance parlementaire, depuis les élections visant à poser les jalons pour réinvestir Carles Puigdemont comme dirigeant de la région. Très bien. Le compte correspondant donne les mêmes nombres que le précédent. Roger Torrent, 64 voix. José María Espejo, 56. Blanc, 9. Roger Torrent Ramio est proclamé président du Parlement de Catalogne. La Chambre régionale, où les indépendantistes ont obtenu une nouvelle majorité de 70 sièges sur les 135 lors des élections du 21 décembre dernier, tient cette première session en l'absence de 8 élus séparatistes en prison ou à Bruxelles, dont Carles Puigdemont, pressenti pour le poste de président régional. Roger Torrent, élu de la gauche républicaine de Catalogne, a été désigné président du Parlement par 65 voix contre 56. Les douanes françaises ont saisi 539 kilos de cocaïne d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros sur le marché illicite. C'était en début de semaine près de Perpignan, à la frontière entre la France et l'Espagne. Selon une source proche du dossier, la saisie a été réalisée dans la nuit de dimanche à lundi à un péage de la frontière franco-espagnole lors d'un contrôle classique. 2 personnes ont été placées en garde à vue selon cette dernière. Le trafic implique l'Espagne et les Pays-Bas. L'Espagne est le principal point d'entrée de la drogue en Europe du fait de sa proximité avec l'Afrique du Nord, région productrice de cannabis, et de ses liens avec l'Amérique du Sud, d'où provient la cocaïne. Il y a 2 mois, en novembre 2017, une filière internationale de trafic de drogue avait été décapitée dans la région de Bordeaux, au sud-ouest, par des policiers français appuyés par leurs collègues espagnols et l'agence antidrogue américaine. 1,2 tonnes de cocaïne avait alors été saisie dans une villa de la station balnéaire de Lacano, au sud-ouest. La drogue provenait directement de Colombie et avait été acheminée par avion. Gros coup à nouveau pour les douanes françaises,
539 kilos de cocaïne d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis le pape François est dans sa 6e visite en Amérique latine au Chili, un pays dont l'église conservatrice est en perte de vitesse, touchée par les scandales de pédophilie. Le pape François, au chevet d'une église chilienne en chute libre après des scandales de pédophilie, a rencontré mardi en privé des victimes d'abus sexuels au milieu d'une journée marquée par des manifestations. Le souverain pontife a par la suite rencontré à la mi-journée un petit groupe de cet acte odieux. Cette rencontre hors du programme officiel du pape au Chili était très attendue par l'opinion publique chilienne, horrifiée par une série de scandales qui ont impliqué environ 80 membres du clergé chilien ces dernières années. Je suis très content et ça me satisfait d'autant plus en tant que catholique. Ces choses-là me comblent. C'était le meilleur. Il l'a béni. Il m'a béni et a touché les cuissons de ma chemise et mon chapelet. Je suis venu avec cet espoir. Je voulais le lui donner comme cadeau. Mais il ne l'a pas pris. Dans l'après-midi, dans la cathédrale bondée de la capitale, François s'était adressé sur un ton didactique à des prêtres, religieuses, consacrés et séminaristes sur ce thème. Je connais la douleur qu'ont provoqué les cas d'abus commis sur des mineurs et je suis de très près ce que l'on fait pour surmonter ce grave et douloureux mal, leur a-t-il dit. Le souverain pontife a évoqué avant tout la douleur des victimes et leurs familles qui ont vu trahir la confiance qu'elles avaient placée dans les ministres de l'Église. Au palais présidentiel de la Moneda, le pape s'est exprimé devant le gouvernement sur les populations indigènes, thème phare de son voyage au Chili, puis à partir de jeudi au Pérou. Une bonne nouvelle pour certaines populations, voyager en train sans ticket, mais à cause d'une paire de chaussures, c'est désormais possible à Berlin. Pour y arriver, il vous faut la somme de 180 € et vous voyagerez toute l'année sur une partie du réseau. Une foule s'arrachait mardi 500 paires de chaussures billets vendues par la société de transport en commun berlinois pour voyager toute l'année sur une partie du réseau. Depuis samedi, des dizaines de personnes faisaient déjà la queue, équipées de matériel de camping pour certains, devant les 2 magasins vendant ces chaussures aux couleurs de certaines banquettes du métro berlinois, soit un dessin de camouflage mêlant rouge, noir et bleu. Je suis vraiment soulagé. Après toute l'attente depuis hier après-midi, je n'étais pas sûr à 100% de les avoir. Mais maintenant, je les ai et je suis très heureux. Vendu 180 €, le prix inclut un abonnement annuel au métro, au bus et au tram berlinois, mais pas au train de banlieue. Un billet à l'année coûte, lui, au minimum 761 € par an. Bien sûr, c'est une gigantesque action de marketing. Et pour nos clients, le grand avantage est l'intégration d'un ticket annuel dans les baskets. S'ils portent ces baskets, ils peuvent utiliser le bus et le métro à Berlin gratuitement pendant 1 an. Les chaussures billets sont valables tant que l'utilisateur les a avec lui jusqu'au 31 décembre 2018. Le billet est incrusté dans la languette des baskets. Et puis, bilan plutôt satisfaisant pour Donald Trump. Mardi, le médecin de la Maison-Blanche a annoncé que le président américain allait bien. Donald Trump devrait rester en bonne santé pendant toute la durée de son mandat et ne souffre donc d'aucun problème cognitif. Selon le docteur Jackson, Trump a juste une petite surcharge pondérale. Le milliardaire pèse 108 kilos. Les données cliniques indiquent que le président est actuellement en très bonne santé et qu'il le restera pour toute la durée de son mandat. Nous avons choisi un de ceux qui était le plus complexe, c'était le plus long, le plus difficile de tous. Cela a pris beaucoup plus de temps à faire, mais le président a été extrêmement bon. Cela n'était pas motivé par des inquiétudes cliniques de ma part, c'était la volonté du président et il a été bon. Et Wall Street aussi se porte bien depuis l'élection de Donald Trump il y a 1 an. Mieux, la bourse américaine est sur son nuage en 2017. Précision, Sveltana Maganga. En bas de Manhattan, le taureau sculpté en bronze patiné qui accueille traders et promeneurs n'a jamais autant symbolisé la puissance de Wall Street que depuis l'élection de Donald Trump il y a 1 an. La comparaison historique va même au-delà. Seuls les présidents Franklin Roosevelt et Barack Obama, tous 2 des démocrates, ont engendré une telle hausse sur l'indice lors de leur première année de prise de fonction.
Donald Trump a beaucoup aidé la bourse grâce à la dérégulation qui est importante pour l'économie et bonne pour la bourse. Il a aussi aidé la bourse d'une autre façon. Parce que si vous regardez autour de lui, les personnes en charge de l'économie américaine viennent directement d'ici, de Wall Street. Elles viennent de Goldman Sachs. Vous avez Gary Cohn et Steven Mnuchin comme secrétaire du Trésor. Les analystes s'accordent à dire que les promesses de Donald Trump ont alimenté l'optimisme général, mois après mois, faisant saliver les investisseurs quant aux répercussions d'une baisse du taux d'imposition des entreprises et des ménages. Des annonces de hausse de salaire, de création d'emplois et de profits en progression n'ont d'ailleurs pas tardé à se concrétiser depuis la promulgation de la loi à l'avant-veille de Noël, à l'image du constructeur automobile Fiat Chrysler, de la banque Wells Fargo ou du géant de la distribution Walmart. Le président de l'association Salam, Jean-Claude Lenoir, a réagi à la visite d'Emmanuel Macron à Calais, où les migrants continuent d'affluer dans l'espoir de se rendre en Grande-Bretagne. Quelques avancées précises, par exemple sur les mineurs, où il s'est engagé à faire évoluer les choses, à la fois avec l'Angleterre, où il a dit qu'il ne lâcherait rien, à la fois sur un éventuel centre proche de Calais, tout au moins, si ce n'est à Calais. Je trouve qu'il y a eu quelques mesures comme celle-là. C'est quand même peut-être l'occasion pour le mouvement associatif, dans son ensemble, de réagir, de travailler ensemble et d'être force de proposition dès demain, en fait. L'immigration, comme l'a dit le président, ne va pas s'arrêter demain. Il y a des idées à développer. Il faut vraiment qu'on arrive à ce qu'il n'y ait plus personne à la rue. Et c'est faisable si on est tous autour de la table, si on travaille collectivement et si on ne lâche rien. À présent, le rappel des titres de cette édition. On l'a vu, le coup d'envoi ce 17 janvier de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior masculin a été donné ce matin. 3 rencontres se sont jouées et le dernier match disputé ce soir a mis aux prises les Panthères du Gabon et les Diables Rouges du Congo. Une rencontre remportée 27-22 par les Gabonais. En République démocratique du Congo, la date du jour marque la célébration du 17e anniversaire de la mort de l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Les pro-Joseph Kabila se sont donc mobilisés à cet effet. Et enfin, en Catalogne, l'indépendantiste Roger Torrent, élu président du Parlement, on l'a vu, il était le candidat préféré des 2 principaux partis indépendantistes après les élections qui ont eu lieu en décembre. C'est la fin de ce journal, mais surtout ne partez pas, restez sur Gamon 24 dans quelques minutes. Avec moi sur ce plateau, Emmanuel Eyege Nzé. Il est le directeur général de la direction de la concurrence et de la consommation. Il vient nous éclairer sur la redevance audiovisuelle et cinématographique. Le sujet fait la une, fait le buzz, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Va-t-on, oui ou non, continuer à nous prélever ces 500 francs CFA? La réponse, c'est dans quelques minutes avec mon invité.